Cette vidéo se veut un bref survol des Group Policy Preferences, ou plus connu sous le nom de GPP. Alors, on va voir ensemble dans cette vidéo les différentes manières d'accéder au GPP. On va voir ses différentes fonctions. Et ensuite de ça, on va voir les différents contextes d'application des GPP. On va voir que les contextes d'application vont dépasser largement le côté ordinateur et utilisateur auquel on est habitué dans les GPO. Alors, pour commencer, accès au GPP, différentes manières d'accéder au GPP. Premièrement, il faut avoir en nos mains absolument soit un serveur 2008. On n'a pas le choix d'avoir un serveur 2008 ou bien un client Windows 7 avec l'option RSAT d'installer, Remote Server Administration Tools. Alors, c'est pas vrai qu'on est obligé d'avoir un serveur 2008 pour avoir des GPP. Par contre, si on en a un, on n'a pas à se casser la tête. Et si on a seulement un serveur 2003 comme contrôleur de domaine, on est capable d'avoir accès au GPP quand même si on utilise un client Windows 7 avec RSAT ou est-ce qu'on va avoir une MMC personnalisée. Alors, dans le cadre du cours d'aujourd'hui, on va utiliser un serveur 2008 seulement pour accéder au GPP. On va voir maintenant les différentes fonctions des GPP dans notre serveur. Alors, on a déjà mis en place un serveur, on a une MMC personnalisée qui est juste ici, et on va aller voir un peu les différentes fonctions tout simplement en se créant un nouveau objet GPO qu'on va appeler GPP pour nous donner l'indice qu'on va configurer en lui des préférences et non pas des stratégies obligatoires. Alors, GPP, on va travailler au niveau de l'usager, donc je vais lui donner le nom user et je vais tout simplement l'appeler démo parce que je ne lui donnerai pas en finale de fonction particulière. Sachez que vous devez savoir qu'on donne toujours la fonction de la GPP ici, question de pouvoir se retrouver par la suite quand on en a plusieurs. Une fois que j'ai créé ma stratégie, ou en fait ma GPP ici, ben je vais cliquer droit et appuyer sur modifier pour pouvoir m'assurer de pouvoir aller voir un peu qu'est-ce qu'il en retourne. Alors, je vais faire un petit zoom à l'intérieur, question de pouvoir configurer certaines choses. Alors, on y va. Alors, on va y aller du niveau utilisateur et on va ouvrir préférences. À l'intérieur de préférences, on voit qu'on a différentes fonctions. Alors, on va voir l'ensemble de ces fonctions-là ainsi qu'à quoi ils servent. Alors, premièrement, on a les paramètres Windows. On a un truc qui s'appelle application. Alors, application, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des logiciels que vous pouvez installer, des suites de logiciels que vous pouvez installer et pour lesquels il y aurait des fonctions de préférence. Alors, évidemment, il s'agit d'installer le plugin correspondant à ces logiciels-là. On peut penser à un antivirus ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, dans mon système, j'ai aucun de ces plugins. Donc, quand je clique droit sur Application et que je fais Nouveau Application, j'ai absolument rien de disponible dans le menu. C'est normal. Ça viendrait dans l'optique où j'aurais pu installer un logiciel qui me permettrait d'avoir une configuration via les paramètres, via les préférences. Le deuxième est très intéressant. Le deuxième me permet de faire des mappages de lecteurs. C'est celui-là d'ailleurs que je vais utiliser en démonstration à la fin. Donc, me permet de faire un nouveau lecteur mappé. Puis, avec différentes options, là, me permet de mapper un lecteur sur un partage avec différentes options de connexion ou d'interconnexion. Environnement me permet de faire une nouvelle variable d'environnement, alors la fameuse variable. Alors, je suis capable avec ça de proposer à des clients Windows 7 une variable d'environnement. Alors, ça, c'est très intéressant. Fichiers et dossiers me permettent de copier et de mettre à jour des fichiers sur les ordinateurs clients. Très intéressant. Puis, dossiers me permettent de créer les dossiers qui vont contenir les fichiers. Alors, ces deux-là vont fonctionner ensemble pour finalement créer quelque chose qui est très intéressant
ça me permet, par exemple, de mettre à jour des DLL ou 2-3 fichiers très simples avec une préférence dans tout mon parc informatique et de maintenir ces fichiers à jour. Le fichier .ini me permet de créer un fichier .ini. Le registre me permet de créer n'importe quelle clé de registre ou de modifier un élément du registre de Windows, n'importe quel type de Windows, et donc me permet de faire une mise à jour d'une clé de registre sur, disons, 20 000 postes en créant une seule préférence, qui est très intéressant. Et finalement, le dernier item, non le moindre, bon, disons, intéressant, on parle des raccourcis. Alors, ça nous permet de créer un raccourci et de le placer à l'endroit où on veut sur notre client. Alors, tous ces items-là vont me permettre de personnaliser mes clients à distance de façon automatisée. La deuxième section des préférences comporte des choses qui vont ressembler étrangement aux paramètres de configuration. En fait, c'est la force des préférences, c'est de ressembler au niveau graphique à ce qu'on va retrouver dans la configuration, notamment de Windows 7. Alors, premièrement, on peut configurer les sources de données, dans le cas des bases de données SQL ou Access, avec le pilote qui va avec. Donc, les gens qui ont des bases de données et qui nécessitent certains pilotes au DBC ou peu importe, c'est là qu'on va le faire. On peut aussi configurer d'avance certains périphériques. Alors, certains périphériques, avec une classe puis un type, ça va permettre en fait de pré-autoriser l'installation de périphériques chez des clients Windows 7. On peut modifier les options de dossier. Alors, on pourrait faire une option de dossier propre à Windows XP ou à Windows Vista ou version ultérieure. On peut voir que ça ressemble énormément à ce qu'on a dans les options de dossier pour un client. Alors, on peut modifier ces options de dossier-là à distance en créant des GPP. Même chose au niveau des paramètres Internet. On peut modifier les paramètres Internet par défaut de Internet Explorer 5, 6, 7 et 8. Pour les versions 9 et 10, il va falloir télécharger du site de Microsoft les nouvelles stratégies propres à ce logiciel-là pour pouvoir bénéficier des paramètres. Mais sinon, quand on prend ça ici, on se reconnaît, puis on est capable de modifier à distance tout ce qui est dans les propriétés d'Internet Explorer. Utilisateurs et groupes locaux, excessivement intéressant. Alors, ça me permet de créer des nouveaux utilisateurs locaux et des groupes locaux. Alors, je pourrais dire, ben, je crée un groupe local dans chacun des ordinateurs et je lui donne certains droits et je vais prendre des utilisateurs, je vais les rendre membres de ce groupe-là. Alors, très, très intéressant dans le cadre d'un domaine que de pouvoir créer des groupes et des utilisateurs locaux. On ne parle pas d'utilisateurs du domaine. On parle des utilisateurs dans la SAM locale, la SAM database locale de tous nos clients. Les options réseau, on peut les modifier ici. On peut faire des connexions à distance, des connexions VPN. Donc, quand on parle de réseau d'entreprise, ça nous permettrait de pouvoir configurer à distance des Virtual Private Network ou des connexions à distance pour nos clients qui se promènent un peu partout autour de la planète de façon automatisée. On peut modifier les options d'alimentation. Je vous dirais que c'est l'élément le plus marquant des préférences. On peut modifier les options d'alimentation de Windows XP et de Windows Vista ultérieur. Et ce qui est intéressant avec les préférences, c'est que ce n'est pas une obligation de configuration, c'est une proposition de configuration. Et notre client à distance peut toujours, s'il a le droit, modifier les options d'alimentation parce que ça a été donné, si on veut, ou proposé grâce à une préférence. C'est vraiment tout le contraire de la stratégie qui obligeait les paramètres. On peut configurer et distribuer des imprimantes, donc des imprimantes locales, des imprimantes TCP/IP, des imprimantes partagées, partagées sur un autre serveur. Donc, on peut pousser des imprimantes et modifier les options régionales, créer des tâches planifiées et modifier le menu démarrer. Jusqu'à date, il y a beaucoup d'objets et de choses qui sont intéressantes, mais ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller donner un exemple. On va aller donner un exemple de configuration d'un client. Disons qu'on va utiliser le mappage de lecteur qui est très intéressant pour analyser comment fonctionnent exactement les préférences au niveau de leurs applications. Alors, je vais faire un nouveau lecteur mappé. Et juste avant de faire mon lecteur mappé, je vais aller voir quels sont mes partages dans mon serveur. Évidemment, on ne peut partager que quelque chose qui existe. Alors, disons que j'ai un partage qui s'appelle rapport dans mon serveur. Et c'est celui-là que je vais utiliser pour créer ma préférence. Je commence avec le menu Action.
Créer me permet d'effectuer une création de manière unique de l'action. Alors, si je fais ma page de lecteur, ça va le faire une seule fois. Remplacer, je supprime la configuration et je la refais à nouveau. Des fois, dans certains cas, la mise à jour ne va se faire que si on sélectionne remplacer. Quoique la majorité du temps, l'option mettre à jour est, je dirais, la préférée. Alors, il va vérifier s'il y a une différence de configuration. S'il n'y a pas de différence, il ne fera pas de changement. C'est un peu plus rapide de mettre à jour. Remplacer, c'est plus long à chaque démarrage. Pas beaucoup plus long, mais un petit peu. Alors que créer, c'est une seule fois. Et il ne le refera pas une deuxième fois. Supprimer me permet de supprimer un mappage de lecteur, évidemment. Alors, moi, je vais utiliser mettre à jour ici. L'emplacement, évidemment, c'est le nom de mon partage. Alors, barre oblique inverse, le nom de mon serveur. Dans mon cas, c'est SRV-DC1. Barre oblique, le nom du partage. Rapport, qui était le nom de mon partage que j'ai vérifié tantôt. Je peux toujours aller le chercher avec le voisinage réseau ici. Je peux me faire un reconnecter lors du redémarrage. Okay, ça, c'est l'option qui est possible. La lettre de lecteur, je peux utiliser le premier disponible si je ne suis pas difficile. Et si je suis difficile, je peux forcer la lettre de lecteur pour, disons, la lettre disons, P pour rapport. Je peux forcer la connexion en tant qu'un autre utilisateur avec le mot de passe qui va être encrypté. Est-ce que je masque ou j'affiche ce lecteur? Bon, je peux faire aucune modification et par défaut, il va être affiché. Sinon, je peux forcer l'affichage. Est-ce que je force l'affichage de tous les lecteurs? Je peux le faire aussi. Jusqu'à date, on n'a pas révolutionné la Terre entière. Un script en batch file peut faire la même chose ou à peu près. On n'est pas renversé. Par contre, en plus du type d'action, on peut aller dans commun et ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs options communes à tous les éléments. On peut forcer l'arrêt du traitement si une erreur survient. On peut exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté. Ça veut dire que si c'est un utilisateur qui est standard et que la préférence impliquerait des actions où l'utilisateur standard n'aurait pas le droit, la préférence ne s'appliquerait pas. On peut supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué. Très intéressant. Alors, ça va provoquer une modification du mode remplacé. Le mode remplacé, on s'en souvient qui était ici. L'action est là. Alors, elle est grisée. Maintenant, je n'ai pas le choix. Je vais l'enlever parce que c'est pas ça que je veux. Je vais laisser la mise à jour. Je peux appliquer une fois et ne pas réappliquer. Très intéressant pour faire un changement proposé, puis après ça, plus achaler les clients avec ça de toute leur vie. Et finalement, ce qui est extraordinaire, c'est le ciblage au niveau de l'élément. Alors, on sait qu'une GPP va s'appliquer dans une unité organisationnelle à tous les éléments qui sont à l'intérieur. Toutefois, comme une GPO. Toutefois, au niveau des GPP, lorsqu'on clique ciblage, là, on a un univers de possibilités. On est capable de cibler l'application de notre GPO sur différents éléments, tels que, là, je vous laisse voir, l'état de la batterie. Est-ce qu'elle est là ou pas? Est-ce que le nom de l'ordinateur comporte un certain libellé? La vitesse du processeur, entre telle date et telle date, si l'espace disque est plus petit ou plus grand que telle affaire, dans tel domaine, si telle variable d'environnement est égale à telle chose, si tel fichier correspond à tel autre, si l'adresse IP, la langue, les requêtes LDAP, les requêtes MSI, les connexions réseau, système d'exploitation, par exemple, je pourrais dire seulement si le système d'exploitation est Windows 7 version entreprise. On pourrait ajouter un autre élément pendant que le téléphone sonne et que mon collègue va répondre. Évidemment, on pourrait ajouter différents éléments à notre histoire. Donc, la liste continue jusqu'à la fin. Est-ce que c'est un ordinateur portable ou pas? Quelle quantité de mémoire vive est-ce que l'ordinateur contient? Est-ce qu'il y a des groupes de sécurité, etc.? Plage horaire. Donc, entre telle heure et telle heure, ça s'applique. Sinon, ça ne s'applique pas. Alors, ça nous permet de configurer, donc, allons dire que la plage horaire pour le plaisir. Donc, ça va s'éditer seulement entre 9h et 17h, par exemple, ou entre 9h et 20h. Alors, la nuit, ça ne s'appliquera pas. Alors, on peut vraiment travailler de façon très, très, très précise et appliquer ou forcer, ou en tout cas configurer les préférences de manière très granulaire avec les différents éléments. Alors, on a aussi les options logiques, là, le « et », le « ou » le « n'est pas ». Donc, on est capable vraiment d'aller travailler quelque chose de très précis. Alors, je voudrais que c'est ça
qui est la différence majeure au niveau des préférences, c'est vraiment leur application au niveau des propriétés communes. Ce qui fait en sorte que l'ensemble des choix qu'on a en préférence vont être capables de permettre, si on veut, et là j'ai perdu mes préférences, je vais essayer de les retrouver, je m'excuse, voilà, sont ici. Donc l'ensemble de mes préférences vont me permettre de configurer une panoplie d'items qui sont les plus populaires et les plus intéressants au niveau de mes clients, mais surtout d'offrir ces options-là de manière très granulaire et très précise. Alors, on va être capable de gérer un parc informatique qui est complexe de façon vraiment efficace et à distance avec toute la force des GPP et des GPO. Évidemment, certaines préférences travaillent dans le contexte utilisateur, travaillent ou en tout cas évoluent, et certaines autres préférences vont être disponibles uniquement du côté ordinateur. Il faut vraiment faire attention du côté ordinateur, c'est un petit peu plus complexe à utiliser, mais c'est pas impossible. On a des choses qui sont propres aux ordinateurs, d'ailleurs, telles que les services. Donc, on parle d'activer ou de désactiver certains services par défaut sur l'ensemble du parc informatique de notre domaine. Ce qui peut être une option très intéressante si on ne veut pas faire le tour de nos 20 000 ordinateurs à la main, ce qui est un peu une perte de temps. Quoi. Donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est les différentes manières d'accéder au GPP. On sait qu'on peut y accéder via un serveur 2008 ou un client Windows 7. Dans notre cas, on a utilisé le serveur 2008. On a vu les différentes fonctions, on en avait plusieurs, et les différents contextes d'application. On sait qu'on est capable de travailler au niveau utilisateur, au niveau ordinateur, mais qu'aussi on est capable de faire des mises à jour, on est capable de faire des remplacements, on est capable de la configurer une seule fois et on est capable aussi de cibler sur différents éléments. On en a des dizaines d'éléments sur lesquels on est capable de cibler notre GPP dans notre serveur. On ne l'a pas fait. Par contre, ne pas oublier, lorsque c'est terminé, il faut évidemment garder en tête que notre GPP, tel que je suis en train de vous le démontrer présentement, doit être appliqué à une unité organisationnelle, doit être lié à une unité organisationnelle. Donc, par exemple, si je voudrais la lier sur les bons, tel que je viens de faire là, bien, je vais lier mon objet de stratégie de groupe existant, sélectionner ma GPP et la lier. Et une fois qu'elle est liée, elle va s'appliquer sur les utilisateurs, dans le cas de ma GPP, parce que c'est en est une de niveau utilisateur. Elle va s'appliquer donc sur les utilisateurs qui sont dans l'unité organisationnelle bon, ainsi que dans les enfants de cette unité organisationnelle-là, soit dans le cas présent ici, là, OU Ordi et OU Users. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer en ce mardi matin.